Salut à toutes, salut à tous. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 10 janvier et c'est l'épisode 304, mais c'est surtout la Saint-Guillaume, probablement le plus beau jour de l'année. J'espère que vous êtes d'accord avec nous. Bonne fête, Guillaume. Mais oui, bonne fête, Guillaume. Bah oui, le Sébastien Mapic, c'est la fête, c'est notre fête. Alors là, je sais pas si on a déjà fait un épisode un 10 janvier. J'ai pas eu souvenir qu'on se souhaitait comme ça bonne fête en intro, en peut-être 10 ans. Non, c'est vrai, tiens. Oh là là. C'est la première. Et évidemment, bonne fête à tous les autres Guillaume qui écoutent cet épisode de podcast, même si nécessairement il y a très peu de chances qu'ils l'écoutent un 10 janvier. En tout cas, évidemment, on pense particulièrement à vous qui êtes des personnes d'exception. Moi, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve, donc vous l'avez compris, le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala, et c'était le CES de Las Vegas, hein, vous savez, ce salon du numérique, et c'est dans notre marronnier éditorial, c'est toujours un rendez-vous pratique parce que ça concentre plusieurs annonces qui sont au cœur des informations qu'on vous partage. Il y a des nouveaux écrans, des nouveaux ordinateurs, des gadgets toujours un peu ubuesques ou des possibles, bien que rares quand même, futures innovations marquantes. Alors, on va pas déroger à la règle pour cet épisode. On va remercier également très très chaleureusement les personnes qui rejoignent la plateforme de financement participatif Patreon. Il y a Sébilan, Florian Schwartz, Amilek et alors Frédéric qui soutenait déjà Tech Café sur Patreon, qui lui a envoyé un petit message et il a dit « J'ai fait découvrir le podcast à quelques collègues. D'ailleurs, quand il s'adressait à moi, a cité mon nom après que j'ai rejoint le Patreon, un collègue m'a dit « Il y a une personne qui porte le même nom que toi qui a rejoint le Patreon de Tech Café. » Je pense qu'ils ont peut-être compris entre-temps, mais en tout cas, coucou à toi Frédéric et coucou à tes collègues si vous continuez d'écouter évidemment Tech Café. Bienvenue. Vous le savez, Patreon, c'est une page qui permet de financer Tech Café, de nous soutenir dans le travail qui consiste à préparer, réaliser, diffuser, animer tout ce podcast. Donc évidemment, s'il a une place importante dans votre quotidien, on sera ravis que vous envisagiez de nous soutenir à votre tour. Et puis, on sera ravis aussi de prendre connaissance de tous les avis positifs sur les plateformes de podcast que vous pourrez déposer au sujet de Tech Café. Je voudrais citer notamment Sampo, qui a déposé ni plus ni moins que le premier avis de 2023. Il dit « Je suis un auditeur de Tech Café depuis des années et c'est de loin ma source d'information technologique préférée. J'aime la complémentarité entre les deux Guillaume qui expliquent les sujets de manière claire, accessible et avec une expertise qui souvent m'impressionne. Bravo, merci beaucoup Sampo. Évidemment, faites comme lui et évaluez-nous sur les plateformes de podcast et puis vous pouvez également commenter Tech Café sur techcafé.fr et discuter sur Discord entre vous et avec nous. On sera ravi une fois de plus d'échanger avec vous. J'en profite aussi pour une dernière petite micro-annonce. Vous le savez, moi j'habite Amiens et les 25 et 26 janvier, pour la deuxième fois, il y a ce qui s'appelle le Amiens Tech Festival. Alors on n'est pas au CES, c'est un peu plus humble, mais je ne doute pas que il y a d'excellents échanges qui auront lieu à cette occasion. Il y a une série de petites présentations et moi j'interviendrai le 26 janvier. Je vais mettre ma casquette de podcasteur qui prend place derrière un petit micro pour un très court speech sur l'intelligence artificielle. En fait, je vais un petit peu relayer ce qu'a apporté 2022, notamment en matière de myriage. Donc, tu vois, Guillaume, ton terme consacré myriage, je continue à le propager et je m'en fais l'ambassadeur en tout cas. Donc, si jamais vous êtes dans la région d'Amiens, les 25 et 26 janvier, moi je prendrai la parole quelques minutes le 26 janvier. C'est gratuit. Franchement, si vous êtes dans les environs, ce sera un grand plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Mais en attendant, sans autre forme de procès, on va vous parler des infos de la semaine. Et je voulais juste avant qu'on puisse vous dérouler les nombreuses infos liées au CES que Guillaume a collectées dans sa veille, vous parler quelques minutes de ce qui s'est passé au Brésil. En fait, évidemment, ça résonne un petit peu dans mes souvenirs de manière spéciale. Vous savez, il y a une espèce de manifestation de très grande envergure de la part des pros Bolsonaro qui ont exprimé le fait qu'ils étaient très contents de la manière dont s'étaient déroulées les élections, que Lula soit président du Brésil. Et en fait, le fin octobre 2022, on a fait un épisode avec Erwan qui habite là-bas au Brésil et qu'on salue évidemment, qui avait ces mots quand on faisait un épisode autour de qu'est-ce que c'était que le Brésil sur le plan numérique, quel avait le rôle de WhatsApp, notamment quelle était la place de la désinformation. Il disait on craint un peu une nouvelle version d'une attaque du Capitole qui pourrait arriver au Brésil. Il s'était
pas trompé. Je pense que tout cela était probablement prévisible. C'est plus ou moins rentré dans l'ordre depuis, mais les dégâts ont été assez importants au niveau d'implantation géographique liée au pouvoir brésilien. Et ce qui est intéressant au passage, c'est forcément de faire un petit peu l'association avec, c'est difficile de pas faire le lien, mais avec Twitter. Alors attention, c'est clairement pas de la faute de Twitter s'il y a eu ce soulèvement. Ça, il est absolument pas question de dire ça. C'est bien plus large. Quand même, c'est intéressant. Je vous ai mis les liens vers un article que j'ai trouvé assez intéressant. D'ailleurs, t'as un site qui globalement lui-même, je trouve, est assez intéressant, qui s'appelle restofworld.org. Vous allez regarder, c'est un petit article qui prend un petit peu place sur la croissance des abonnés sur des comptes politiques sur Twitter au Brésil à partir de juin. Alors, on voit qu'il y a eu une hausse assez significative de l'abonnement de l'ensemble des comptes, quel que soit leur bord, à partir d'octobre. Donc avant le rachat par Elon Musk de Twitter, mais on voit malgré tout qu'il y a eu donc une croissance plus importante aussi des médias qualifiés d'extrême droite. Alors attention, tout ça est à prendre avec des pincettes parce que on peut difficilement catégoriser le Brésil et le panorama politique du Brésil comme étant juste la droite et la gauche. C'est vachement plus nuancé que ça, mais bon, évidemment, il y a les deux personnalités qui sont Bolsonaro et Lula qui incarnent deux clans qui s'affrontaient dans le cadre de ces élections. Et évidemment, les personnes se sont vachement intéressés sur les réseaux sociaux globalement aux élections, et donc il y a eu une hausse qui s'explique aussi par l'actualité, mais cette hausse des abonnements n'est pas aussi importante sur d'autres réseaux sociaux qui sont pourtant très visibles au Brésil. On sent que Twitter a joué un rôle hyper important et qu'il y a eu une hausse particulièrement plus importante pour les personnalités et les médias de droite, voire d'extrême droite au Brésil. Alors forcément, encore une fois, impossible de dire que c'est de la faute de Twitter, mais forcément, on peut pas non plus écarter le fait que la chambre de résonance qu'a constitué Twitter dans le cadre des élections présidentielles brésiliennes, et surtout la chambre de résonance de discussion que ça a pu avoir depuis le début 2023, n'a pas joué un petit rôle dans l'image qui a pu être portée sur ce sujet. Voilà, aussi une fois de plus à mettre en perspective de tout ce qu'on raconte. Je sais pas si tu as pris connaissance de ces événements de manière détaillée, toi Guillaume, ou si ça t'a inspiré des réflexions particulières? Non, de manière détaillée, non. C'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué de quantifier tout ça. Mais bon, oui, quand même, c'est ce qui s'est passé au Brésil, c'est évidemment marquant, malheureusement. Et puis bon, forcément, on y pense, oui, évidemment. L'analogie est assez facile à faire, quoi. Ouais, il y a des vrais parallèles, même dans les images. Tu sais, il y a même des photos qui ont circulé. Quelle était cette personne qu'on avait décrit qui était habillée en indien natif? Je sais plus quel était son nom, mais qui a été assez visible dans le cadre des assauts sur le Capitole. Et en fait, il y a une personnalité brésilienne qui était habillée un peu pareil. Bref, tout ça fait écho et on se rend compte que à la fois les actes de cette envergure aux États-Unis, comme partout dans le monde, peuvent avoir des échos et aussi être reproduits d'une autre manière. Évidemment, les chambres de discussion sur les réseaux sociaux ont aussi un rôle à jouer là-dedans. On suivra ça de plus près à l'avenir. Mais en attendant, on va pas s'attarder trop sur les sujets politiques. On va revenir dans le dur de la tech. On va aller au CES, ou en tout cas, on va revenir du CES parce que Guillaume, tu as suivi ça de près. Oui. C'est intéressant parce que c'est un des premiers salons depuis le Covid où finalement, il n'est pas trop question de qu'est-ce que c'est un salon pendant un Covid, qu'est-ce que c'est un salon post-Covid. J'ai l'impression que le sujet est un peu de côté et que vraiment, on a parlé du fond, non? Oui, tu sais, pendant la première période Covid, avec les confinements, tout ça, tous les événements avaient été annulés, tout passé en ligne. Il n'y avait plus de voyages de presse et voilà, est-ce que ça allait changer notre rapport au grand salon? On se posait la question. Est-ce que c'était pas mieux, tu vois, finalement, d'avoir des salons en ligne plus sobres? Est-ce que c'était pas là l'occasion d'amorcer un changement dans la tech, de bifurquer vers un chemin plus durable? La réponse, c'est non que dalle. Voilà, le CES, il est de retour en dur, en réel, en personne, à Las Vegas, avec ses 3200 exposants, ses centaines de milliers de visiteurs. Mais bon, attention, si on en croit la page d'accueil du CES, si on va à la page d'accueil, un des thèmes dominants du salon, des trucs qui arrivent presque en premier, c'est le mot sustainability, tu vois, donc la durabilité, le développement durable, comme enjeu central d'un CES plus mature, plus tourné vers les grands enjeux de notre époque. Donc que dalle, je mens. Ça n'a absolument rien à voir, je vous rassure tout de suite. Bon, il y a bien 3 confs vaguement sur le sujet, mais voilà, le CES est bien de retour avec ses kilotonnes de gadgets, comme au bon vieux temps de 2019. Il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai, on aurait pu craindre d'avoir un salon chiant, tu vois, avec l'accent mis sur les appareils plus sobres, plus économes, des voitures plus petites, des consommations réduites au maximum, des machines démontables et réparables, et des matériaux recyclés autant que possible, des appareils aussi durables que possible. On aurait pu craindre que le CES 2023 soit aussi chiant que de vider ses toilettes sèches par une fine brune de novembre, mais
Mais non, je suis heureux de vous dire qu'il n'en est absolument rien. Les TV sont toujours plus grosses, toujours plus lumineuses, tout est toujours plus flashy. Les voitures comme les PC et tous les gadgets improbables qu'on met dans lesquels on va mettre des batteries. Cette année, on met des batteries dans tout, n'importe quoi, c'est d'ailleurs une des grosses tendances, donc rassurez-vous, tout est comme avant. Voilà, on aura tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un most influential tech event in the world. Ouh. Tu sais, au passage, Guillaume, juste un petit mot d'ailleurs sur l'écologie. Ça résonne aussi ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai fait ce qui s'appelle la fresque du climat. Je sais pas si tu sais ce que c'est que la fresque du climat. Je connaissais de nom, mais je savais pas bien ce que c'était. En fait, c'est porté derrière. Bon, il y a plusieurs entités qui portent le sujet, mais il y a derrière notamment l'entité de Jean-Marc Jancovici, le projet Shield là. Et en fait, c'est donc une association, la fresque du climat, et c'est comment ? Comme chez Nvidia. Ah oui, comme chez Nvidia, effectivement. Mais le parallèle s'arrête là. Et en tout cas, la fresque du climat, c'est donc des bénévoles et des animateurs et un dispositif qui, en 3 heures, te permet de extrêmement bien comprendre les clés de lecture de ce qui se passe en matière de réchauffement climatique. Donc ça repart sur l'émission de carbone, de pourquoi il y a du carbone qui est émis dans ces quantités-là, qu'est-ce qui fait que la Terre peut pas l'absorber, comment est-ce qu'elle l'absorbe, quels sont les impacts. En fait, ça aborde les aérosols, il y a la pollution. Tout ça est hyper intéressant, très ludique, très compréhensible. Et donc j'ai fait ça moi dans le cadre de mon boulot. Mais alors quand t'en ressors, t'es à la fois enthousiaste parce que t'as compris des trucs que tu pensais comprendre dans les grandes lignes, mais en fait t'as les détails, donc c'est très intéressant. Et en même temps, mais ça fait maxi flipper. Et évidemment la remarque que tu fais sur le CES, elle est d'autant plus flippante du coup. Mais bon. Et oui, mais bon, écoute, c'est parti mon kiki, commençons par les télés, commençons doux, par un des domaines archi classiques du CES, l'image, un petit peu le son aussi. Alors si je devais résumer le plus rapidement possible les nouveautés dans le domaine, ce serait juste, il y a plus de lumière, et c'est tout. Voilà, en gros, il n'y a pas tant de changements que ça dans le domaine des télés, les OLED de Samsung et LG se font encore plus lumineux, ce qui est cool, bon, c'est pas totalement transformatif, mais quand même, LG annonce une OLED G3 qui inaugure une techno de micro-lentilles, qui va récupérer le maximum de luminosité ambiante, en fait, pour la concentrer sur les pixels, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc il annonce dépasser les 2000 candela par mètre carré. Panasonic sera assez chaud d'ailleurs pour utiliser cette technologie qui s'appelle MLA pour Micro Lens Array. De son côté, Samsung parie sur le Neo QLED, donc c'est du LCD en fait, mais c'est le rétroéclairage est localisé par des mini LED. Donc ce rétro c'est un dimming local. Donc pour renforcer au maximum le contraste et la luminosité, cette dernière est d'ailleurs désormais codée en interne sur 14 bits pour avoir une bonne précision. Il y a des références en 4K et en 8K bien sûr, alors plus les écrans deviennent d'une finesse absolument hallucinante. Bon, ils sont magnifiques. Ouais. Samsung continue d'ailleurs avec le QD OLED. C'est de l'OLED cette fois, mais c'est OLED plus Quantum Dots. Donc l'OLED en fait c'est un panneau qui émet du bleu, que du bleu. Et ensuite, dessus, il y a des quantum dots qui vont moduler cette lumière pour avoir les couleurs. Donc le but, c'est d'utiliser l'OLED dans son régime le plus efficace. C'est là qu'il envoie le plus de lumière, en fait. Donc c'est optimiser son rendement lumineux. Donc, j'en avais sans doute déjà parlé de ça, parce que ça me dit quelque chose. Donc Samsung prépare aussi doucement l'entrée en scène de ses appareils micro-LED. Donc il y aura une gamme de vrais produits pour les vrais gens, ou presque. Donc, le premier truc en micro-LED super spectaculaire qu'on a vu, c'était The Wall, c'est cet immense écran qui a fait sensation il y a 2 ou 3 ans. Donc, on sait bien que, voilà, c'est la future techno qui va remplacer à la fois le LCD et l'OLED, c'est le micro-LED, puisqu'elle a tout pour elle, elle a une forte luminosité, d'excellentes couleurs, de contraste parfait, des angles de vision larges. En fait, elle a toutes les qualités de l'OLED et aucun de ses défauts. Son seul problème, c'est le prix. Pour le moment, Samsung a présenté un large éventail de taille d'écran en micro-LED, en démo, donc ça montre la voie pour le futur, mais c'est vraiment le futur, parce que même si on a vu des écrans de 50 à 140 pouces, qui sont absolument sensationnels, ils sont pas pour demain, en tout cas pas pour nous, pauvres mortels, parce qu'on a vu aucun prix. Bon, j'ai vu passer des chiffres de l'ordre de 1000 € par pouce. Bon, voilà, c'est à confirmer, mais je pense pas voir ce genre de truc en promo en janvier à la Fnac avant très longtemps. En ce qui concerne les technos d'avenir, sans doute, mais qu'on n'aura pas dans la poche tout de suite, d'ailleurs, il y avait aussi l'écran de portable hybride, toujours de Samsung, un écran qui se plie et qui s'enroule pour avoir toujours plus de surface dans toujours moins de volume. Donc en fait, c'est un portable, il faut imaginer un portable de la taille d'une taille lambda, mais que tu peux sortir, que tu sortiras peut-être au jour de ta poche. Et donc, ça fait, si tu le déplies, ça fait un écran donc ça peut aller, donc tu le déplies et tu le déplier, ça fait un écran de 12,4 pouces en 16 dixièmes. Non, ça fait un écran de 10,5 pouces en 4 tiers. Et si tu le déplies, si tu le déroules en plus, ce sera 12,4 pouces en 16 dixièmes. Donc ça commence à faire vraiment un bel écran, qui sort de ta poche.
Donc c'est une extension de certains protos d'écran pour PC d'ailleurs, hein, qu'on avait aussi déjà vu, des trucs qui peuvent se dérouler de 13 à 17 pouces. Bon, pas de prix pour ce genre de truc. Alors il y avait des écrans de rêve quand même, hein, évidemment pour les PC aussi. Il y avait le nouvel Odyssey de 49 pouces en OLED et 32 neuvième, un truc énorme, luxe absolu. Pour tout PC gamer, il y a aussi... Samsung a aussi présenté une révision de son projecteur Freestyle. On en avait parlé de ce petit truc, de petits projecteurs cylindriques capables de s'adapter tout seul à n'importe quelle surface de projection. Donc il était vendu beaucoup trop cher pour sa qualité générale, c'était un peu dommage, mais bon, il était rigolo en lui-même. Et cette année, le Freestyle revient avec une nouvelle fonction. Si d'aventure vous en avez 2 sous la main, ben vous pouvez les apparier pour projeter chacun la moitié d'une image en 21 neuvième, donc une image 2 fois plus grosse comme ça, cinéma. Donc c'est assez sympa, parce que en plus ils sont équipés en série de xCloud, de Luna et GeForce Cloud. Donc GeForce Now, ça augure aussi de parties de jeu évidemment sympathiques, mais bon, voilà, il faut quand même avoir 2 Freestyle qui étaient déjà vendus 1000 € pièce. Donc voilà, comment... Faites le calcul. Comment rentabiliser les freestyles? Il faut en avoir 2 maintenant, c'est super. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bon. Et au passage, hein, je me rappelle quand on avait parlé du freestyle la première fois, on avait des réactions qui nous disaient à quel point il y a mieux, presque aussi cher, compact et pour bien moins cher. Ah oui, complètement. Mais bon, voilà, il a un nouveau gimmick, on va dire. Mais bon, du coup, faut quand même faire vendre une nouvelle télé. Il n'y a pas de révolution matérielle, mais enfin, faut quand même faire vendre. Donc, les constructeurs misent aussi beaucoup sur plein de nouveautés logicielles, plus ou moins pertinentes. Voilà, donc bien sûr sur l'IA, what else. Donc de l'IA pour convertir le contenu standard en HDR, donc à la volée chez Samsung. Et franchement, si ça marche bien, ça pourrait être super. Bon, la question se pose évidemment d'à quel point on veut transformer l'œuvre de base, mais toujours. Mais bon, ça peut être quand même sympa d'avoir plus de contenu HDR, de regarder. Je sais pas, le 20h en HDR, t'imagines? Donc, dans le même ordre d'idée, Samsung a... Le rêve. Le rêve absolu. Les images directes de la guerre en Ukraine en HDR, je me réjouis. Ah, ça sera sensationnel. Bon, enfin, en tous les cas, Samsung annonce aussi son nouveau processeur Alpha 9 Gen 6, qui est un nouveau standard dans l'amélioration d'image intelligente. L'amélioration se focaliserait d'ailleurs sur les éléments importants dans l'image, comme les visages. Après, savoir à quel point, avoir des acteurs avec des visages améliorés... je sais pas quoi, il y a intérêt à ce que ce soit subtil, qu'on se tape pas des films avec des filtres Instagram sur tous les persos. Donc bon, LG annonce de nouveau les algos de contrôle de la luminosité aussi, voilà, ils améliorent WebOS pour être moins bordélique. Puis bon, après, il y a une avalanche de logiciels, difficile de battre Samsung à l'avalanche de logiciels plus ou moins, qu'on attend plus ou moins, quoi. Donc Tizen devrait accueillir son magasin NFT, un mode Relumino pour les déficients visuels qui améliore la visibilité de l'image, des applications de télémédecine, de monitoring santé, parce que Samsung se vante de pouvoir analyser plein de trucs juste avec une caméra. Grosse tendance de ce CES, on voit ta tronche à la caméra, on peut tout te dire. On va revenir là-dessus plus tard, mais bon voilà, j'aimerais vraiment avoir l'avis d'un Toubib parce que ça m'interpelle. Donc Samsung annonce aussi une application de visio, encore plein de trucs, d'une utilité discutable, comme, modéliser sa maison en 3D, détecter la carte dans les jeux vidéo et l'afficher sur le mobile. Pourquoi faire, je sais pas, mais bon, ça c'est fait. Et bon, on finira avec les TV qui veulent pas ressembler à des télés. Je parle de Frame, tu sais, cette fameuse télé-tableau là, qui écope d'un nouveau traitement de surface de l'écran qui les rend totalement mat. Et ça, je dois dire que c'est exactement le cas de celle de 2022. Quand j'ai vu cette info, je pense qu'elles seront plus mat. Ah, elle est encore plus mat que mat. Qu'elles seront plus mat que mat. Okay. Après, disons, oui, enfin. C'est beau, hein. On va pas mentir. De Frame, c'est magnifique. En tout cas, cette année, ça a l'air encore plus mat. Peut-être que c'est pas plus mat et que je suis juste idiot et que j'ai tout oublié, mais je suis séduit quand même. Non, mais en fait, j'ai été surpris quand j'ai vu ces infos-là, parce que moi j'aime beaucoup les télés de Frame, je suis ce qu'ils annoncent à ce sujet, mais déjà j'avais vu que la 2022 était bien plus mat, bien plus convaincante, et c'est vrai que c'est cool. Et donc là ils arrivent en début 2023 et disent elle est encore plus mat, mais jusqu'u va le mat, Guillaume? Et en fait c'est marrant parce que quand même Jusqu'à l'échec, c'est beau, c'est validé. Quand même, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas d'innovation qui est de nature à faire décrocher la mâchoire pour le grand public et qui va changer nos usages profondément à court terme. Après, ça reste sans doute aussi la portée de ce salon pour les professionnels et pour identifier des grandes tendances. Mais pour l'instant, du mieux, rien de foufou. Est-ce que par hasard, Guillaume, il n'y aurait pas plutôt en matière de réalité virtuelle des grandes innovations de fait? Attends. Sais qu'il y a des... Non, on va pas passer là-dessus. Tu voulais pas
parler de la TV Mais qui bien ne sûr. se branche pas, pardon. J'ai manqué ça dans le Évidemment. conducteur. C'était un peu la coqueluche des télés, Ah, d'ailleurs, mon c'est la Dieu. télé sans fil électrique. Ouais, Incroyable. Oui, télé électrique parce que oui, une télé à vapeur, ça sera tellement rigolo. Enfin bon, une tendance télé du salon, Ah, il fallait pas la c'était rater, aussi celle-là, le t'as sans raison. fil. Et là, il faut revenir sur la télé Displays, qui est, je sais pas, soit une arnaque, soit une grosse erreur de com. J'ai pas tout compris, mais dans tous les cas, c'est un appareil débile. Displays, c'est une télé de 55 pouces sur batterie. Une télé 4K qui a l'air assez standard a priori, sauf qu'elle a une ventouse dans le dos, enfin deux ventouses, voilà, qu'on peut la poser partout, on peut la coller sur la fenêtre si on veut, et puisqu'elle a aucun fil, hein, pourquoi pas, il n'y a même pas une entrée HDMI, tout se fait avec un boîtier déporté qui envoie tout par radio. Quand je dis ventouse, en fait, c'est censé être un mécanisme de succion actif. Pas d'excitation, et j'en déduis qu'il nécessite de l'énergie, donc tu vois. Et donc ça veut dire que quand la batterie est vide, qu'il se passe quoi? La télé, elle tombe par terre. Bon, c'est complètement débile. Bon, mais allons plus loin, parce que à peu près partout sur Internet, j'ai vu relayer, ce qui est sans doute la communication officielle de Displays, hein, cette télé pourrait marcher 1 mois pendant 6 heures par jour. C'est faux. Et là, il va falloir impossible. m'expliquer, parce que physiquement, comment c'est possible? Parce que dans mon monde à moi, les batteries lithium-ion, elles ont une densité énergétique bien définie, tu vois, et qu'elles se situent autour de 200 Wh par kilo. Bon. Or, 6 x 30, ça fait 180 heures, et une télé 4K de 55 pouces, ça consomme grosso merdo une centaine de watts. Plus en HDR, un peu moins si vous réglez moins, bon, on va dire une centaine de watts. Donc une centaine de watts, évidemment, si vous faites 180 x 100, ça fait 18 000 Wh, donc ça fait 18 kWh. Donc pour faire tourner ce truc, comme ils disent, là, ça fait 18 kWh. Vous mentez. Donc 18 000 Wh divisé par 200, hein, qui est le nombre de wattheures par kilo maximal d'une batterie, ça fait 90 kg. Voilà, 90 kg de batterie. Donc si tu rajoutes le poids de la télé, la Display, elle devrait peser 100 kg. Alors, soit c'est une télé magique et qui consomme moins de 10 watts, soit ils utilisent la technologie d'une batterie extraterrestre, soit il y a une belle couille bien charnue dans le potage. Alors, je veux croire qu'il y a un malentendu, que c'est pas juste une grosse arnaque velue, mais bon. J'ai lu que la TV en plus se fixait sur un support VESA de moins de 10 kg, ce qui semble indiquer que la télé est assez légère et qu'elle peut accueillir, voilà, on voit qu'elle peut accueillir plusieurs batteries. Ces batteries ont l'air assez fines, hein, sur les photos, je doute qu'elles pèsent plus d'1 kg chacune. Donc même en imaginant qu'il y en ait 4 et qu'elle ait 4 kg de batterie, ça représente 800 Wh. 800 Wh, c'est 8 heures de fonctionnement. Ce qui veut dire qu'il va falloir recharger ta batterie à peu près tous les jours. Tu vois ? Dans ce contexte réaliste quand même, compatible avec genre la physique, la pertinence de l'objet me semble mystérieuse, hein, parce que c'est une télé 55 pouces, tu vois, c'est pas un téléphone, tu veux pas la balader d'un endroit à l'autre pour la foutre sur ton chargeur, enfin je comprends pas. Donc c'est un produit débile de plus. Après, si vous tenez vraiment à limiter les fils, il y a la solution nettement plus crédible de LG, qui c'est le OLED M3, qui nécessite lui une prise électrique, hein, heureusement, mais c'est tout. Donc là, par contre, là c'est un machin de 97 pouces, de façon 97 pouces, c'est pas comme tu vas le balader tous les 4 matins. Le moniteur est dépourvu de tout câble, donc il reçoit l'image par radio d'un gros boîtier qui lui a tous les ports, HDMI et tout. Donc la solution radio est propriétaire LG, elle semble optimisée pour réduire, voire éliminer tout lag. Donc on n'est pas trop loin de la base. Pas si évident d'ailleurs, au passage, Numérama semble non plus savoir déceler la latence chez la Displays, donc c'est pour couronner le tout. Bon, franchement, ça me semble ces gadgets, mais bon, effectivement, si on veut pouvoir se libérer de mettre la télé près du décodeur, qui lui-même est souvent près du routeur, bon du coup, effectivement, ça permet d'avoir plus de liberté. Pourquoi pas, tu vois. Mais la télé Displays, je veux voir ça. La télé Displays en plus semblait bugger très très souvent dans les démonstrations toutes les 3 minutes, en gros planté quoi. Il y a un cas d'usage quand même, moi que j'identifie là-dessus, Guillaume, hein, pourquoi pas. C'est les professionnels, les communicants, tu sais, dans les salons en extérieur ou dans les endroits où c'est parfois compliqué de se raccorder. Si jamais tu promets avoir une télé qui tient une journée, franchement, pour des communicants, je pense que c'est pas con. Par contre, ça fait quand même une toute petite frange des consommateurs et je suis pas sûr que ce soit vite amorti. Écoute, on laissera l'avenir nous dire si c'était un coup d'épée dans l'eau en matière d'arnaque ou quelque chose de révolutionnaire. J'ai mon idée. En attendant, alors là, pour le coup, on va quand même aborder le sujet. Guillaume, c'est la réalité virtuelle parce que oui, ça continue à bosser sur le sujet. Il fallait qu'on en parle. Et là, il y en a des propositions parce qu'il y a Meta qui a annoncé, on va pas revenir dessus, mais les solutions en matière de réalité virtuelle qui sont, qui donnent des curseurs, quoi, des points de repère. On sait qu'il y a peut-être Apple qui va arriver avec son casque cette année 2023. Qu'est-ce qui s'est passé sur le CES 2023 pour la réalité virtuelle, Guillaume ? Oui, les écrans sur ta tête, évidemment, parce que TCL, qui par ailleurs présente aussi des télés, il avait surtout des casques pour toutes les occasions. Donc il y avait le NXT Wear S,
qui est ni plus ni moins qu'une télé à se mettre sur la tronche, hein, pas de VR ou de réalité augmentée, rien du tout, rien qu'un écran géant de 130 pouces. Et l'image de promotion laisse songeur d'ailleurs, puisqu'elle présente un couple qui joue en Mario Kart sur un écran virtuel, avec chacun une paire de lunettes. Le plus rigolo, c'est qu'ils jouent en écran splitté. Évidemment, pourquoi regarder tout bêtement tous les deux le même écran de télé, tu sais, alors qu'on peut chacun avoir des lunettes qui projettent exactement le même image et dont une seule moitié nous est destinée. Bon, enfin, si au moins c'était un FPS avec chacun son image, mais non, enfin bon, le meilleur cas d'usage, c'est vraiment un écran splitté. Bref, ça coûterait $400 la paire, et si vous voulez la réalité augmentée, il faudra passer au Rayneo 2, avec des écrans couleur micro-LED et un Snapdragon XR2, donc comme sur le Quest 2. Donc ce sont des lunettes AR relativement passe-partout, qui se ressortiront vraisemblablement pour les devs cette année et plus tard pour le grand public. Donc c'est un projet. TCL a quand même annoncé un concurrent prévu au Quest 2, donc la NXT Wear S, qui affiche plein de pixels par pouce. En fait, je me rends compte que j'ai probablement foiré dans mes notes, donc je sais plus. Mais donc sur 108 degrés, non mais ça doit être 1500 quelque chose pixels par pouce, ou 151 enfin je sais pas, on s'en fout. Toujours est-il que c'est un truc qui est à peu près comparable au Quest, à l'Oculus Quest, mais qui est effectivement beaucoup plus léger, enfin, qui devrait être beaucoup plus léger. Je dis qui devrait parce que pour l'instant c'est plus un concept qu'autre chose. Disons que TCL effectivement se diversifie pas mal et bon voilà, pourrait venir taquiner le Quest à un moment. Alors ça nous amène quand même à la réponse d'HTC à Meta qui est donc le Vive XR Elite, et c'est clairement la réponse du berger à la crémière. C'est un casque dont la principale innovation c'est de... Non mais c'est vraiment comme ça, c'est un berger et une crémière, parce qu'en fait c'est pas le même truc, c'est pas vraiment le même truc, c'est pas vraiment les mêmes boîtes, tu vois, je veux dire, c'est Meta et HTC, c'est vraiment pas les mêmes boîtes. Il y en a une qui est super riche à milliards et l'autre qui est pas si riche que ça. Donc bon, en tout cas voilà, le casque en tout cas, sa principale innovation c'est de permettre de la réalité mixte. Et il est trop cher, donc exactement comme le Meta Quest Pro, sachant qu'il est équipé comme le Quest 2, mais plus comme un Quest 2 même que comme un Quest Pro. Il y a un XR2 dedans, il y a 12 Go de RAM, 128 Go de stockage et 2K par œil, c'est du 110 degrés de champ de vision. Son prix de $1100 n'est donc pas particulièrement attrayant. Les mêmes causes produisant la plupart du temps les mêmes effets. Son autonomie est aussi faible que pour le Quest Pro, donc c'est 2 heures, mais on peut changer la batterie à chaud. Il y a une petite batterie tampon de 10 minutes qui permet de changer la batterie à chaud. Et il y a bien sûr un mode pass-through en couleur, comme le Quest Pro, donc il y a 4 caméras grand angle pour le tracking de tout. Bon, le truc peut-être le plus intéressant finalement sur ce casque, paradoxalement, c'est son option filaire. Parce que le casque en fait est en 2 morceaux, et tu peux ne conserver que la partie lunette. Ce qui permet en fait de l'utiliser comme un écran déporté, de bonne qualité, assez léger, à 250 grammes, à brancher sur son portable, par exemple. Et du coup, ça rappelle un peu un Vive Flow, donc c'est un petit peu 2 trucs en un. Un peu comme Meta, donc, HTC sort un casque qui est assez sympa en lui-même, mais qui est difficile à vendre à ce prix, quoi. Et donc c'est vraiment berger crémière, tu vois, là, c'est une réponse, mais voilà, Meta HTC, c'est pas pareil, parce que Meta, il a l'air insolide pour encaisser des ventes modestes pendant un bon moment. HTC, je sais pas trop, par contre. Ça nous laisse quand même un petit peu sur notre faim, hein, j'ai l'impression, en matière de casque de réalité virtuelle. C'est pas là non plus avec ces propositions-là que ça va s'installer dans les chaumières en 2023. Du coup, on va mettre de côté les affichages et on va s'intéresser à un autre domaine pour voir si là, on a des choses qui vont peut-être un petit peu plus nous enthousiasmer. C'est la gestion du son, tout simplement. Alors oui, pour accompagner les belles télés, il faut quoi? Il faut des beaux systèmes de son, des belles barres de son, Guillaume. Mais oui, parce que l'image, c'est aussi le son. Non, n'importe quoi. Mais bon, bref, une autre petite tendance du CES, c'est les objets qui vous suivent, d'ailleurs, franchement, parce que qui vous suivent partout à la trace, qui vous observent en permanence, le moindre de vos gestes, le moindre de vos pipis. On y reviendra. Commençons par la barre de son Razer Leviathan V2 Pro, qui est équipée d'une caméra infrarouge. Alors, pourquoi que donc faire une caméra sur une barre de son, me direz-vous? Je te pose la question. Eh ben, la Leviathan fait du son spatial THX, mais virtuel, et simule tout ça avec des réflexions sur les murs et tout, et donc, si elle sait où sont tes oreilles, elle réussit mieux à t'envoyer les faisceaux dedans. Et bien sûr, elle a aussi une bande LED RGB en bas, parce que Razer. Bon. 400 balles pour cette unique fonction face à la V2 pas Pro qui coûte que 250, c'est peut-être un petit peu dur à avaler, ça encourage surtout à rester bien droit en face, tu vois, de sa barre de son et pas bouger. Ça fait pas cher. C'est beaucoup moins cher, mais bon voilà, la techno me rappelle un peu le suivi des yeux de la Nintendo 3DS, la New 3DS pour être précis, souvenez-vous, qui revient d'ailleurs sur des écrans 3D de PC portable, on va y revenir aussi. Mais bon, il y a un truc encore plus exotique, il y a le routeur qui vous suit du regard. Alors là... Et oui, tout routeur de technophile qui se respecte est bardé de multiples antennes géantes, bien sûr. Mais quelle est leur faiblesse? Elles ne bougent pas et donc elles ne peuvent pas être toujours dans la position optimale pour t'envoyer le maximum d'ondes dans la tronche. Heureusement, MSI a pensé à cette terrible lacune avec son Radix BE 2200 Turbo, je n'invente rien, qui est déjà, de base,
le routeur le plus encombrant que tu puisses imaginer, mais sa force n'est pas là en fait. Hein. Quand tu te connectes, le Radix utilise son 6e sens de routeur pour savoir dans quelle direction tu es et orienter ces énormes antennes qui sont donc motorisées pour vous suivre, vous permettre d'avoir le meilleur ping possible si tu décides de faire une partie de Fortnite en mobilité, tu vois, en marchant dans ta maison. Donc voilà un routeur Wi-Fi motorisé, donc avec un risque supplémentaire de panne. C'est aussi une tendance du CES 2023, ça c'est rajouter des trucs qui peuvent tomber en panne, tu vois, c'est rajouter des écrans OLED sur des boîtiers de casque sans fil, tu vois, alors que tout est pilotable sur le téléphone, quoi, tu vois, comme c'est JBL. Ou bien mettre un écran sur une manette, comme chez Asus, tu vois, pourquoi est-ce que tu mets un écran sur une manette alors que tu peux te contenter d'une LED? Écoute, parce qu'on peut, alors bon, heureusement il y avait aussi des trucs plus intéressants dans le domaine sonore. On peut noter par exemple la prothèse auditive de Sennheiser. Très intéressant ça. Parce que bon, la déficience auditive c'est ultra courant, elle concernerait 1,5 milliard de personnes dans le monde et quasi personne se fait appareiller en fait. Les chiffres donneraient 17% en moyenne de personnes qui auraient besoin d'appareils qui en ont. Et selon le niveau de revenu, ça peut baisser à moins de 10%. Et de fait, les prothèses c'est cher quand même. Et elles sont disons pas très sexy. Pour soi et pour l'image qu'on renvoie aussi de vieux papis sourdingues, hein, c'est pas très bon. Dans ce contexte, si tu veux, Sennheiser sort un casque sans fil qui ressemble à n'importe quel autre. Et qui est, aux US en tout cas, en vente libre. Et qui est en fait une aide auditive qui se voit pas et qui filtre les sons et qui améliore la perception des voix. Pour le même prix... Qui se voit pas. Alors oui, ça se voit. Non, genre, ça se voit pas que ce sont des prothèses auditives. Oui, parce d'accord. qu'évidemment, oui, tu vois très bien que tu portes un casque. Okay. Mais... Et bon... Pour le même prix, c'est quand même du Sennheiser, donc tu peux écouter tes cafés sur ton téléphone, ce qui est quand même cool. Bon, c'est encore assez cher, 850 balles. Pour ce prix, j'espère vraiment que les batteries sont remplaçables, d'ailleurs, je sais pas. Je doute. Bon, l'aspect libre et sans ordonnance a des bons comme des mauvais côtés, tu vois. C'est sûr, il vaut mieux toujours avoir un bilan précis et des aides personnalisées, j'imagine, mais il faudra l'avis d'un pro là-dessus, d'ailleurs, ce sera intéressant, mais... Disons que, de mon point de vue, ça pourrait aussi avoir le mérite de dédramatiser un petit peu l'aide auditive et que ce type d'appareil, surtout s'il devient moins cher quand même, pourrait pousser beaucoup plus de gens à se faire aider. Je sais pas, tu vois, et puis il faut pas oublier que la déficience auditive se rencontre aussi chez les publics de plus en plus jeunes. Et pour lesquels avoir une prothèse qui a un look EHPAD, c'est pas une option, tu vois. Donc, entre l'un et l'autre, voilà, je sais pas, peut-être ça pourrait être quand même être utile. Ouais, puis il y a toutes les situations où on est... partiellement handicapé, donc très très loin d'une surdité ou très très loin d'un handicap qui t'empêche à 100% de communiquer, mais tu as aussi des situations où voilà, t'entends pas forcément très bien parce que t'as un tout petit peu d'audition qui a été perdue dans des environnements très sonores, comme par exemple les fêtes de fin d'année animées quand la famille part politique, et donc du coup c'est peut-être pas une solution, peut-être c'est mieux de rester un petit peu malentendant. Mais c'est pour ça, mais tu peux régler, hein, je veux dire, c'est... Ouais. Non, c'est bon, désactiver. Non, c'est bon, n'amplifie pas la discussion, m'en fous. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. En attendant, on va aussi parler des ordinateurs, des PC que tu qualifies d'être chauds comme des baraques à frites, Guillaume. Mais oui, parce que le CES, c'est aussi la fête des composants. AMD, Intel, Nvidia font des confs avec, disons, le plus de nouveautés possible, sachant qu'on a déjà eu pas mal de choses avec Nvidia il n'y a pas si longtemps, donc on va essayer de récapituler un peu. Alors au niveau des processeurs, AMD et Intel ont présenté une nouvelle gamme avec des puces parfois nouvelles et parfois pas trop. Hein. Chez Intel, on a une nouvelle vague de Raptor Lake, donc des Gen 13 non-K, selon leur nomenclature complètement dégueulasse. Donc comprendre des puces non débloquées pour l'overclocking, donc plus mainstream, on va dire. Donc pour résumer, en fait, c'est plus de cœurs pour tout le monde. Voilà, c'est pas une grosse surprise, puisque la Gen 13, elle est quasiment identique à la Gen 12, sauf qu'Intel booste les performances en augmentant le nombre de cœurs, des cœurs E en général, donc les cœurs dits économes, mais qui en fait aident énormément dans les scénarios multithread, c'est-à-dire à peu près tous en fait. Et il le fait à des prix compétitifs en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il met la pression sur AMD, sur les prix et le nombre de cœurs. Donc le premier CPU 10 cœurs du line-up d'ailleurs est à $224. Donc on peut avoir 20 threads pour à peine plus de $250 avec 6 cœurs performance. Donc c'est quand même des tarifs assez intéressants, surtout que voilà, il y en a à toutes les fréquences qui peuvent allègrement dépasser les 4,5 GHz pour les i5 et même carrément 5 GHz pour les i9. Et tout ça en consommant évidemment comme des gorées, mais bon, voilà, on y reviendra d'ailleurs dans l'épisode supplément sur les rendements énergétiques des CPU AMD et Intel, c'est très intéressant. Mais bon, pour l'instant, je vous fais grâce de liste complète des modèles. Hein. Voilà, chez AMD, on a des Ryzen 7000, des versions 65 watts, moins chères, pour contrer Intel, et également des nouveaux processeurs avec du cache en 3D.
Alors, la gamme AMD, elle est très compliquée parce que c'est un mélange de nouveau et d'ancien. Donc, par exemple, les 7020 sont sur une architecture Zen 2, les 7030 sur du Zen 3, les 35 sur du 3+, et les 7045 sur du Zen 4. Donc, en fait, ils recyclent, tout simplement. C'est un recyclage tout azimut pour avoir à chaque fois de quoi contrer Intel sur tous les niveaux de prix. Alors, c'est pas forcément un scandale non plus, parce que l'architecture Zen 3, elle a encore de beaux restes, mais bon, ça peut favoriser une certaine confusion quand même, tout ça. Alors, le plus intéressant pour ces CPU faibles conso, c'est l'intégration d'une unité IA, une unité destinée à accélérer les calculs d'intelligence artificielle sur les 7040. Donc les Ryzen vont commencer à intégrer des NPU, Neural Processing Unit, comme on les appelle souvent, comme les puces mobiles, en fait, qu'on a souvent dans les téléphones, on en a beaucoup. Donc les Snapdragon, par exemple, en ont depuis longtemps. On en a parlé d'ailleurs de ce que ça portait au quotidien avec la dernière Surface Pro. La Surface Pro en ARM. Donc c'était, vous vous souvenez sans doute, c'était pour corriger, faire du traitement du son, pour éliminer le bruit ambiant, ce genre de truc. Et Panos Panay, donc au CES, qui était au CES, a affirmé que l'IA allait radicalement changer la manière d'utiliser Windows dans un futur proche. Donc pour ça, il faut encore que la puissance de calcul suive sans consommer trop de watts. Alors Apple aussi, vous savez, Apple dans ses M1 et M2, ils ont aussi une unité dédiée, et Intel prévoit d'en mettre une dans ses prochains Meteor Lake. Donc, c'est des unités de calcul pour accélérer l'IA qui vont se généraliser, qui vont devenir bientôt des classiques, qu'il y aura dans toutes les puces modernes, au même titre que, je sais pas, la VX, ou le décodage vidéo, ou les fonctions de chiffrement, voilà. Et c'est tant mieux. Alors, il faut bien comprendre que les cartes Nvidia ou Intel, d'ailleurs, elles sont déjà équipées de telles unités, et elles resteront beaucoup plus puissantes que celles qui sont dans les processeurs. Le but, c'est d'offrir une sorte de niveau de puissance modeste, mais suffisant, un socle commun, quelque part, pour des tâches courantes. Par exemple, la reconnaissance de forme, le traitement des signaux, comme je disais, au sens très large, mais qui consomment vraiment très peu d'énergie. Et ça ouvre la voie donc à la banalisation de fonctions quand même avancées, mais des fonctions qu'on trouve typiquement sur les téléphones. Pensez au traitement photo absolument incroyable du pixel, par exemple, ça pourra utiliser ce genre de truc. Alors, du côté haut de gamme, donc si on revient au processeur, du côté haut de gamme, on a le retour du 3D V-Cache. Donc le principe, c'était de mettre 64 mégaoctets de cache L3 par-dessus la puce pour gagner de l'espace. Donc on avait déjà vu ça dans le grand public avec le 5800 X3D, dont on avait parlé à l'époque. La techno a fait son chemin dans la gamme Pro surtout, et ça revient pour le grand public avec plusieurs références, donc les 7800X, 7900 et 7950X, qui passent tous en X3D. Donc c'est un cache qui amène des performances et des prix boostés. Alors, la seule chose qui n'est pas boostée, c'est la fréquence, parce que il faut les transistors commencent à être un petit peu serrés là-dedans, donc on ne peut pas forcément les monter aussi haut. Mais bon, on espère que ça compense. Puisqu'on parle du haut de gamme, et qu'on a parlé d'IA, concluons pour AMD avec la présentation du MI300. Donc là, on est vraiment dans la puce hors norme. Ça se voit tout de suite. Quand Lisa Su est arrivée sur scène et qu'elle a présenté, la taille avait la puce de la paume de sa main. Donc c'est un gros steak. Et ce steak, en fait, c'est un système sur puce, qui est à la fois un CPU énorme avec 24 cœurs, et un GPU énorme en CDNA3, et 128 Go de mémoire, tout ça sur la même puce. Donc c'est extraordinaire. Comment est-ce que c'est possible d'ailleurs, même avec un truc qui fait la taille de ta main, c'est pas évident, quoi. Ah oui. Et en fait, c'est encore grâce à cette technologie 3D, justement. Il y a celle des chiplets, qui est cette espèce de Lego pour puce, donc la MI300, en fait, il est constitué de 5 briques qui sont gravées en 5 nanomètres et qui sont empilées sur 4 briques qui sont gravées en 6 nanomètres. Et en plus, il y a 8 blocs de mémoire HBM. Donc les briques en 6 nanomètres, en fait, ce sont des briques d'interconnexion entre tous les morceaux. Donc c'est elles qui permettent les transmissions de données, quoi. Donc c'est une puce qui est extrêmement impressionnante. 146 milliards de transistors, le double de l'RTX 4090. Bon, le prix ne sera pas moins impressionnant, j'en suis persuadé, ni d'ailleurs la machine à laquelle elle se destine en priorité, puisque ce truc va aller dans El Capitan, qui est le futur ordinateur le plus rapide du monde, qui doit doubler la puissance de l'actuel ordinateur le plus rapide du monde. 2 exaflops à la fin 2023, si tout va bien, donc ça sera un beau succès par AMD, parce que Frontier, l'actuel plus puissant du monde, c'est aussi un ordinateur AMD. Excellent, on va continuer en parlant des gammes RTX 4000 de Nvidia, Guillaume. Oui, on passe à Nvidia. Alors Nvidia qui annonçait donc c'est RTX 4000 pour ordinateur portable. Donc on aura donc dans les prochaines machines d'Asus, Lenovo, Alienware, toute une gamme allant de la 4050 à la 4090. Et ouais, la 4090, je sais, c'est dingo. Oui. Alors attention, les versions mobiles sont toujours plus modestes que la contrepartie desktop. C'est pas du tout les mêmes puces, en vrai. La 4090, par exemple, la mobile, elle a 9728 cœurs, 16 Go de RAM, alors qu'il y a plus de 16 000 cœurs sur la version fixe et 24 Go de RAM. Alors, si toutes les solutions à base de 4090 sont celles comme
sont comme celles d'Electronics. Le côté portable n'est pas très évident. Ils ont un truc qui s'appelle le MEC 16. Alors, c'est un portable qui est équipé d'une solution de water cooling. J'aurais pas dû cru dire ça un jour, hein, comme quoi faut pas désespérer. Qui dit water cooling dit gros radiateur quelque part. Parce que water cooling, ça ne fait que déplacer la chaleur, hein, c'est tout. Donc, il faut bien un gros radiateur quelque part. Et ben oui. Il faut l'évacuer, ouais. Et on l'évacue, où ça? Ben sur un gros radiateur qui est déporté en externe. Ah oui, donc c'est très bien. Oui. C'est comme la solution LG de télé, quoi. C'est déporté. Si vous voulez toute la puissance de la 4090, il faudra se brancher un bloc de refroidissement externe dans lequel l'eau va passer. Puis il y a une prise électrique aussi, probablement, donc c'est assez facile. Tu vas brancher ton tuyau, tu vas le visser comme on branche le tuyau d'arrosage, quoi. Exactement. Alors donc du coup, bon, toutes les RTX n'auront pas besoin de ce type de dispositif, parce que voilà, les 4000 elles sont assez efficaces. Bon, les cadencer à des fréquences plus faibles, ça devrait que renforcer leur rendement énergétique. Hein. Donc les bus mémoire prennent quand même un gros coup, hein, ça fait 128 bits pour la 4070 mobile et la 4060, et seulement 96 bits pour la 4050. Et les tailles mémoire, c'est 8 Go pour la 4070 mobile. Et tout ça, ça présage rien de bon pour les versions de bureau finalement, parce que 8 Go, c'est ce qu'on trouve sur une 2060 Super. On est peut-être en droit d'attendre un petit peu mieux d'une 4070, tu vois. Bon. Pour le nombre de cœurs, on peut aussi se poser la question, hein, parce que c'est pas s'ils seront significativement plus élevés sur les 4060 que sur les 3060 Ti, par exemple, tu vois. À voir. Bon. Mais bon, voilà, donc Nvidia a aussi annoncé pas mal de nouveautés logicielles. Hein. Le DLSS va encore s'améliorer, autant en version 2 qu'en version 3, parce qu'on avait noté des soucis d'artefacts avec ces générations d'images. Ça devrait être nettement mieux très bientôt. Le DLSS 2 aussi est constamment raffiné, hein, ce qui est une bonne nouvelle, d'autant qu'il y a une nouvelle fonction bienvenue qui arrive aussi pour les processeurs de RTX, c'est le DLSS pour la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait c'est tout simple, hein. C'est un upscaler deep learning comme le DLSS, mais il va être spécifique pour améliorer les vidéos, donc pour virer les artefacts d'encodage, etc. Et vous pourrez genre regarder YouTube dans le navigateur, mais en 4K, donc upscalé en 4K, même si la source est en 1080p. Alors, je sais que voilà, les amateurs reconnaîtront qu'il y a déjà ça dans le Shield TV. J'espère que ce sera une version améliorée, bien sûr. Et si c'est aussi efficace sur les vidéos que ça l'est sur les jeux, on peut se poser des questions sur Netflix et YouTube. Parce que Netflix, pourquoi payer pour de la 4K sur Netflix si on peut avoir presque aussi bien en upscaling ? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça pose clairement la question, effectivement. Et YouTube qui se tâte de faire payer la 4K, pareil, tu vois. Bon. Surtout au prix où c'est pratiqué et compte tenu des crises un petit peu qu'il y a au niveau de l'inflation. Alors RTX Remix arrive aussi prochainement avec des perspectives géniales là, pour le modding, hein, de ressusciter littéralement des vieux jeux. Et pour finir, Nvidia évidemment ne pouvait pas ne pas annoncer une palanquée de nouveaux outils dopés à l'intelligence artificielle. Et oui, j'ai utilisé le mot palanquée, j'ai peur de rien. Pourquoi je dis ça ? Parce que, oui, alors Nvidia a annoncé plein de trucs. Alors, Audio to Face, Audio to Gesture, Audio to Emotions. Donc, c'est des outils qui prennent un fichier audio et qui en déduisent les expressions faciales, les émotions, les mouvements corporels que tu peux appliquer sur un avatar 3D. Il y a aussi Elevate 3D et Lumi Rhythmic qui crée des modèles 3D de tête ou de produits à partir de photos ou de vidéos. Il y a Canvas qui passe en mode panoramique. Et c'est là qu'on voit bien les images génératives gagner du terrain un peu partout. Hein. En substance, c'est la possibilité qui est offerte aussi par tous les outils de mirage. Hein. Voilà, c'est comme Stable Diffusion, hein, c'est de réinterpréter une image en une autre. Donc là, le truc, c'est on fait un schéma un peu pourri d'un paysage, par exemple, et puis ça devient automatiquement un vrai paysage. Et même un paysage panoramique à 360 degrés, on peut regarder comme ça 360 degrés. Donc Nvidia aussi reparlé de eye contact, hein, pour déplacer le regard en temps réel vers la caméra. Nvidia n'était pas le seul à présenter des algos de ce genre, d'ailleurs il y en avait beaucoup d'autres aussi, des algos IA sur le CES. D'ailleurs j'avais reparlé des nerfs la semaine dernière. Bien ceux qui connaissent Kiri, qui est une application iOS et Android qui fait de la photogrammétrie, va se lancer avec les nerfs, donc avec les champs de radiance. Donc ça veut dire que les scans 3D vont s'enrichir d'effets de matière et de reflets, etc. Il y avait aussi Wisp. Wisp, c'est une appli médicale en fait qui est fait pour décoder le langage dégradé d'une personne âgée ou qui aurait eu un trauma qui lui permet plus de s'exprimer correctement. Il y avait une autre boîte, Verboom, qui voulait faire de la traduction simultanée en conservant la voix, en faisant du voice morphing. Voilà, donc il y avait vraiment plein de choses prometteuses, intéressantes quand même aussi sur ce plan-là. C'est vrai que c'est prometteur. Hein. La traduction comme ça, sans changer la voix, je pense que ça, ce sera un aboutissement quand même en matière d'aide à la communication. Je pense que c'est pour demain, très honnêtement. On en reparlera. Oui, parce que la semaine prochaine, on pourra reparler d'un autre truc que j'ai vu passer dernièrement, mais incroyable. Il faut avancer.
Très bien, tout va très vite. On continue avec Asus qui semble avoir retenu particulièrement ton intérêt, Guillaume. Un autre grand classique quand même du CES, c'est les PC. Et plus particulièrement les PC portables qui ont encore fait leur show, pour pas changer. Donc il y avait des écrans OLED, des écrans 3D, des écrans doubles. Le CES, c'est aussi le salon des PC de rêve. Et avec les écrans de rêve, donc c'est presque une tendance du salon. Donc ça fait des années qu'on les voit dans ces salons, on les voit toujours pas dans la réalité même. Alors ça commence quand même, il y a des trucs avec écran pliant qui sont sortis, qui n'étaient pas forcément tous très convaincants d'ailleurs, mais voilà, globalement, les PC portables voient leurs écrans s'améliorer et devenir quand même vraiment séduisants, comme le LG Gram qui passe à l'OLED, sans en prendre un seul, de grammes, puisqu'il fait toujours moins d'un kilo, il fait 1 cm d'épaisseur, il y a une coque irisée, voilà, c'est quand même mignon. Et puis, chez Asus, on avait plein de trucs à montrer. Il y avait les nouveaux ROG Strix, les Scar, avec des écrans jusqu'à 18 pouces en HDR, avec 165 voire 240 Hz, le tout en Core i9, tout ce que RTX 4000, tout ça. Le ROG Zephyrus avait lui un écran mini LED, carrément avec un rétroéclairage local. Alors avec rétroéclairage local, donc c'était un rétroéclairage mini LED pour faire du local dimming, et donc pour du HDR, même sur des petits écrans de 14 pouces. Donc il y avait une autre sensation chez Asus, évidemment, c'était les écrans 3D qu'on retrouve chez les ProArt Studio Book et les VivoBook Pro 3D. Donc ces écrans de 16 pouces lenticulaires, en fait c'est des New 3DS, vraiment, c'est exactement ça. Les lentilles orientent, donc c'est des lentilles comme ça qui sont, c'est des écrans lenticulaires, donc c'est des lentilles verticales comme ça qui parsèment l'écran et qui orientent les images à gauche et droite vers les yeux. Il n'y a pas besoin de lunettes, la caméra suit la tête, la caméra du PC suit la tête pour ajuster l'effet en temps réel, exactement comme sur une New 3DS. Alors par contre, après l'image elle est un petit peu de meilleure qualité que sur une New 3DS parce que on est sur du 3200 par 2000 et OLED et pas sur du LCD 800 par 240, ça fait une petite différence. Donc chaque œil reçoit du 1600 par 2000, ce qui est une résolution très correcte, même sur du 16 pouces. Et en plus, OLED aidant, il y a très peu de ghosting, il y a très peu de crosstalk, les images ne se mélangent pas, la réactivité de l'OLED donne une 3D vraiment top niveau. Donc ils appellent ça le Spatial Vision. Je suppose que ça doit être super. Si on a du contenu pour, parce que il y a certains pros qui seront sûrement ravis. Les jeux vidéo qui supportent la stéréoscopie, par contre, c'est du passé. Souvenez-vous de 3D Vision de Nvidia. À l'époque, il fallait des lunettes. Et puis, les progrès de l'intelligence artificielle permettent d'envisager une conversion de 2D vers 3D à la volée qui serait largement plus crédible qu'il y a 10 ans, parce que ça se faisait déjà il y a 10 ans. Donc, est-ce que ça augure au retour du relief? À voir. C'est pas sûr. Et puis, le prix va faire le tri, évidemment. Parce que par ailleurs, ces machines de rêve sont équipées de Core, de Gen 13, de RTX 4000, évidemment. Et je vais pas trop insister sur les prix dans cette rubrique parce que soit on les a pas, comme pour le PC spatial d'ailleurs où j'ai pas le prix, soit je veux préserver votre sensibilité. Et puis vous le savez, quand le prix n'est pas communiqué, de toute façon, c'est comme dans certains beaux quartiers dans les grandes villes, c'est qu'en général, c'est inaccessible. On continue, Guillaume, avec Alienware, toujours présent dans ces salons, avec du superlatif à chaque fois. Quand tu veux du gaming, c'est Alienware. Et on continue dans le luxe, avec Alienware qui fait son Alienware, donc avec des portables X16 et M18 qui ont des looks un peu revus, des composants mis à jour. Donc, il y a une option de 18 pouces, des écrans en QHD 165 Hz. Et évidemment, Alienware voulait être le premier, donc il va sans doute le griller, Asus, avec le premier moniteur gaming pour PC affiché 500 Hz. C'est pas moi qu'il faut demander pourquoi quiconque voudrait un moniteur 500 Hz. Je veux bien qu'on passe à 120 Hz, voire 240 Hz pour les vrais gros pro gamers. Je suis pas toujours très convaincu, mais pardon. Mais 500 Hz quand même, 240 Hz, c'est 4 millièmes de seconde, la différence entre deux images. 500 Hz, c'est donc 2 millièmes de seconde. Il y a un humain pour qui 2 millièmes de seconde, ça fait une vraie différence majeure, sans déconner. Il se manifeste, il faut qu'il se manifeste tout de suite. Corrigez-moi si je me trompe, je pense qu'on est un peu dans les rendements décroissants là quand même. Donc passons chez Acer qui présente son nouveau portable Predator, avec quand même un écran de 250 Hz et du mini LED et du RTX, tout ça. Pour la gamme plus studieuse des Aspire, on passe à l'Intel de Gen 13, donc du coup il y a un gros boost sur le nombre de cœurs, puisqu'on peut en avoir jusqu'à 10, alors qu'on était plutôt sur du 4 avec la Gen 11. Et en plus, ça va, il y a plus trop de... il y a aussi du Ryzen, même, on pouvait avoir du Ryzen avec un petit peu plus de cœur, mais bon. Le Ryzen, on n'en a plus pour l'instant, d'ailleurs, sur les Aspire 5 et 3. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'au CES, il y avait nettement plus d'options en Intel qu'en AMD. Donc il doit y avoir des négociations entre Intel et les fabricants, ça doit être intense, parce que je sais pas, peut-être moi, je sais pas. Mais il y avait aussi l'Aspire S, tout un an remarquablement fin, avec très peu de bordure, ça reste une 12e génération. C'est l'IMAX, Oui, avec le prix aussi, 27 pouces, $1,200, donc c'est moins cher quand même. Les versions de 32 pouces a des options rigolotes par contre, il y a un lecteur d'empreintes digitales intégré, il y a un trackpad détachable que tu peux utiliser comme tablette graphique,
Il y a une webcam 1440p avec ring light intégré. Bon, c'est des jolies machines. Hein. Donc voilà, évidemment, c'est des machines à tous les prix. C'est des Aspire, Acer, c'est un petit peu tous les prix. On commence à 400 balles. Accessible. Bon, mais très belle machine quand même. Et les petits revêtements ont l'air vraiment très élégants. Vous trouverez association à votre intérieur, je n'en doute pas. En attendant, on va aller chez Lenovo aussi. Oui, parce que chez Lenovo, on a de l'audace, il faut reconnaître ça. Le plus spectaculaire pour cette marque, c'est sans doute le YogaBook 9i. Alors, il s'appelle YogaBook, mais franchement, il aurait pu s'appeler le Kamasutra Book, parce qu'il y a un nombre de positions incroyables que tu peux faire avec ce PC. Il y en a toujours des ordinateurs qui se plient dans tous les sens et qui font des contorsions dans ces salons. Ça nous laisse souvent pantois, mais bon. Ben là, c'est une machine double écran, comme une espèce de grosse Surface Neo de Microsoft, quoi. Hein. Donc, c'est 2 écrans tactiles OLED 16 dixièmes qui sont réunis par une charnière. Et tu peux utiliser ça de plein de manières. Donc, tu peux l'utiliser comme une sorte d'énorme livre, avec la charnière verticale ou avec ou sans clavier externe. Tu peux l'utiliser comme un ordinateur portable avec un écran qui sert de clavier et l'autre qui sert d'écran. Donc dans ce mode, tu peux mettre le touchpad où tu veux, du coup. Tu peux afficher le clavier, tu peux le personnaliser selon les applis. Tu peux rajouter des widgets sur l'espace libre. C'est un petit peu ce que se faisait... C'est un petit peu l'idée qu'on avait sur le ZenBook Duo. Si vous vous souvenez, c'était un portable double écran avec un écran très 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 large sur le clavier. Donc on peut aussi rajouter un clavier réel, physique. On le colle sur l'écran du bas pour taper plus confortablement, le reste est tactile et on fait ce qu'on veut avec. Dernière position, il y a un étui en fait qui se double d'un support et qui permet de positionner la tablette de manière à avoir le clavier physique en bas et 2 écrans horizontaux l'un sur l'autre. Donc tu as un PC portable double écran, un peu chelou, mais double écran. Et alors pour ça, il a fallu rajouter pas mal de trucs à Windows 11, donc le résultat est plutôt convaincant pour une machine aussi atypique. Donc il y a un Core i7 de 13e génération, donc pas mal de puissance. Évidemment, seul bémol, on s'en doutait un peu, 2 écrans OLED, c'est 2000 balles minimum, donc forcément. Bon. Deuxième tentative de se différencier, le ThinkBook, qui a 2 écrans aussi, mais rien à voir, parce que lui, il a un écran OLED d'un côté, donc côté face, et il a un écran e-ink côté pile. Alors c'est un écran ink couleur. C'est peut-être assez rare pour être mentionné, et c'est un écran qui est 12 Hz, et pas 500 Hz, c'est un écran de 12 Hz. Si vous voulez mon avis, c'est bien suffisant pour plein de choses, pour lire des documents, pour vaguement surfer sur Internet, dessiner des schémas, des trucs comme ça. Et en plus, l'écran pivote. Donc ça veut dire que vous pouvez choisir entre un portable avec un écran OLED pour regarder Bullet Train, et un portable avec écran e-ink pour lire les mémoires de Nabila. Le meilleur des deux mondes, quoi, tu vois, c'est quand même formidable. Je sais pas. Bien, en tout cas. Oui, je ne sais pas pourquoi je pense à Nabila. C'est sans doute à cause de Cosmic Love sur Prime, je m'en remets pas. Oh, non, mais Nabila, présentatrice d'une émission de télé-réalité de rencontres amoureuses astrologiques, je sais même plus quoi dire. D'accord. Ah oui, j'avais vu ça. Ah ouais, non, mais il y a trop de Pardon. couches, il y a trop de combos, là, je suis au cas où de... C'est la maxi combo improbable. Revenons au ThinkBook avant que je fasse une crise de larmes. C'est le ThinkBook. Alors, il y a un autre ThinkBook. Alors, ce ThinkBook-là, c'est le ThinkBook Twist Plus, précisément. Et donc, c'est 1700 balles. C'est pas un total cadeau. 2 écrans pour moins de 2000 balles, quand même. C'est une affaire. Et donc, Lenovo a aussi d'autres idées, pas forcément bonnes, parce qu'il a aussi un ThinkBook pas Twist, qui veut opter pour la modularité. Alors, la modularité, c'est cool, mais souvent, ça marche pas. Donc, quand on achète un PC à 1400 balles, devoir allonger 150 balles pour un module webcam 4K, ça saoule. Donc, rajouter une ring light, c'est 20 balles. Rajouter un module 4G, c'est 550 balles. Bon, voilà. Toutes les tentatives de choix de modules propriétaires limités, relativement chers, adaptés à des machines qui sont déjà pas données à la base, ça a foiré. Donc, je donne pas cher de la Magic Bay, mais bon. Voilà, il y a aussi une autre expérience qui s'appelle Chronos. Ça, c'est un peu plus bizarre, parce que en fait, le CES étant ce qu'il est, évidemment, tu pouvais pas passer totalement à côté des buzzwords du moment, donc il y avait aussi des trucs metaverse, dont Chronos, qui est un mini PC avec un capteur de profondeur qui vous scanne en temps réel et qui relaie les mouvements de votre corps à une appli qui peut les appliquer à un avatar 3D. Oui, qui a dit Kinect ? Oui, exactement, bravo, Lenovo vient de réinventer Kinect, félicitations. Alors, ça semble un peu plus précis, les expressions faciales sont capturées, mais enfin bon, sa ressemblance trop troublante avec ce périphérique au destin tragique ne laisse que peu de place à l'optimisme quant au futur de Chronos quand même. Et je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de métavers comme ça dans le CES. Finalement, je ne le trouvais pas si présent que ça, comme quoi. On termine, Guillaume, avec cette rubrique. Écoute, oui, tu parles de métavers. Justement, il y avait les nouveaux réinventent le Kinect. Il y avait aussi Driver X qui réinventait le Power Glove. Donc l'idée, c'est un gant qui reproduit la position des mains et des doigts. D'ailleurs, pour aller plus loin, un Shiftfall a une copie complète, force ayante, une panoplie complète, force ayante, qui
Pour tous ceux qui confondent Ready Player One avec une utopie, hein, donc il y a le masque Megane X en micro OLED de 2560 par 2560 qui a l'air quand même remarquablement fin pour le coup, lui il a l'air plutôt sexy. Ça c'est pour les yeux, mais pour la bouche t'as le Mutalk. Ouais, tu l'as vu. Qu'est-ce que hein. cette image m'a fait rire, je l'ai partagée sur Twitter en disant à quel point l'avenir avec la réalité virtuelle était désirable. Décris-nous ça, Guillaume. Ben, le Mutalk c'est un museau en plastique que tu te mets sur la bouche pour pas faire voilà, en fait c'est pour pas te faire entendre parce qu'il y a un micro qui relaie ta voix dans le vrai monde, c'est-à-dire le monde virtuel, mais dans le monde réel, évidemment on peut pas t'entendre. Donc après il avait le Haritora X aussi, le gars sur le corps. Donc le Haritora X c'est des capteurs qu'il y a sur les mains, les genoux, la taille, qui permet de reproduire tout le corps en VR. Donc voilà, là t'es bien, t'es une pub pour le 21e siècle effectivement. Le pire c'est qu'il y a une vraie tendance pour récupérer la position corporelle et pour en faire quelque chose, hein. Performance virtuelle, jeux vidéo, streaming, tout ce que tu veux. On a vu le Mocopi de Sony, donc qui est un projet de motion capture simplifié et léger. Pour le coup, la solution de Shiftfall, Shiftfall c'est quand même une filiale de Panasonic, hein, c'est pas n'importe qui. Mais bon, ça semble un poil plus invasif. Bon, quand on Mutalk, c'est sûr que c'est pas le truc qui va te rendre le plus sexy, hein, tu pécho pas avec ça. Cela dit, on l'a déjà vu, ce concept, dans le cadre des visios. Parce qu'en fait, ça étouffe la voix, donc ça permet de faire des visios en silence pour déranger personne, à condition de couper ta webcam, sinon tout le monde rigole en permanence de te voir comme ça, mais bon, voilà, ça permet d'étouffer ta voix. Ça doit tellement sentir mauvais comme accessoire au bout de quelques jours d'utilisation. Je ne veux même pas imaginer que ce truc puisse se répandre un jour. En attendant, Guillaume, le CES, c'est aussi des voitures. Oui, autre catégorie tech qui est devenue au fil des ans un classique du CES, c'est celle des voitures. Alors, cette année, on peut pas dire qu'on ait vraiment été dans la sobriété ou la modestie. Hein, c'est pas plus que d'habitude. On a eu des concept cars. Sustainability, Guillaume, s'il te plaît. Sustainability, ouais. Donc on a eu des concept cars et seulement des concepts parce que même la fila finalement de Sony sortira pas avant 2025. Donc la voiture qu'on a vue, c'est peut-être pas exactement celle qui sortira. Donc la tendance, c'est de considérer les voitures comme un téléphone géant avec des grosses roues, hein, bourré de tech dans tous les sens. J'espère que vous avez envie de parler à votre voiture parce que c'est ce qui arrive, transformer les voitures en des sortes d'Alexa avec une carrosserie. C'est un peu le concept de BMW quand même. Alors franchement, il faut voir le clip. Je sais pas si tu as vu le clip promotionnel, le D-Movie. Alors non, j'ai vu juste des images. Ah je vais aller regarder ça en même temps. C'était très rigolo. Okay. C'est un court-métrage à ce niveau-là. Hein. Donc il est marrant. Il invoque des fantômes du passé, hein, pour mieux nous amener dans le futur. Enfin, dans leur futur. Donc les fantômes du passé, c'est Arnold Schwarzenegger et David Hasselhoff. Puisque Arnold mouille encore le maillot. Il discute avec le concept car en fait, hein, qui est donc cette voiture, qui est la iVision D. Une voiture qui parle comme Kit. Kit qui fait coucou dans le clip. Il y a une référence. Enfin voilà, c'est une mise en abîme absolument formidable. Alors, moi, je suis très mal placé pour vous parler bagnole de manière experte. Hein. Je suis vraiment pas du tout mon truc, mais bon, l'a dit, ça a une forme qui rappelle un peu les anciennes BMW. D'ailleurs, c'est référencé dans le clip. Et c'est un vrai concept car dans le sens où elle aligne vraiment des techs extrêmement ambitieuses, quoi. Déjà, elle change de couleur. Alors, l'an dernier, on avait déjà une carrosserie avec de l'e-ink. On pouvait passer du noir au blanc. Cette fois-ci, la voiture possède 240 zones indépendantes. Et chacune peut prendre 32 couleurs différentes, même les enjoliveurs. La calandre, la face avant, quoi, et même la face arrière aussi, et les lignes latérales des vitres sont quasiment des écrans ink, des écrans monochromes cette fois, qui permettent d'afficher des messages et même des émotions pour la voiture. Donc à l'intérieur, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de cadran non plus, il y a une seule zone tactile, et tout s'affiche sur le pare-brise en tête haute. Donc il y a des niveaux de densité de l'affichage, de minimal à réalité augmentée sur tout le pare-brise, en passant par des widgets, voilà, pour le système d'infotainment, etc. Les vitres latérales peuvent aussi moduler la réalité, apparemment. Donc pour le coup, je ne sais même pas si la voiture qui était au CES était totalement fonctionnelle. Je ne sais pas si elle a roulé seulement. Parce que de toute façon... une carrosserie connectée, quoi. Écoute, les détails, comme la motorisation par exemple, étaient laissés de côté. Donc on est quand même plus concept que car, j'ai l'impression. Hein. Mais c'était aussi le cas chez Chrysler et Peugeot, hein, qui présentaient des trucs qui semblaient vraiment sortis de Cyberpunk 2077, quoi. La Peugeot Inception, d'ailleurs, utilise par exemple un volant qui fait penser à une Switch. Parce que déjà il est rectangulaire, il y a 4 trous, et la zone centrale est un écran tactile qui permet de piloter tout l'ordinateur de bord. Et c'est un truc qui se rétracte quand la voiture passe en mode autonome, parce que toutes ces voitures sont supposées avoir un certain niveau d'autonomie. Souvent on mentionne le niveau 3, voire 4. Donc le niveau 3, c'est tout automatique, mais tu peux être sollicité à tout moment par la voiture en cas de problème. Donc tu es toujours le cul entre deux chaises en fait. Donc difficile de dire si ça sortira vraiment comme ça. Qu'est-ce qui sortira, qu'est-ce qui sera issu de ces concepts dans des vraies voitures
pas trop longue échéance. La projection sur le pare-brise, c'est sûr, hein, c'est même, évidemment, ce sera des niveaux nettement moins ambitieux pour remplacer la réalité. Parler à sa voiture, par contre, j'ai peur que ça soit un truc qui arrive assez proche de nous. Parce que bon, ce qu'il y a de proche de nous, c'est la Fila de Sony Honda. Donc en prototype pour l'instant, mais on est moins dans le concept et plus dans la vraie voiture. Alors je sais pas si qu'est-ce que tu penses de la Fila ? Alors j'ai absolument pas suivi la fila justement. Je t'avoue que toute la rubrique voiture de CES m'a absolument pas captivé et j'ai absolument pas pris le temps de me plonger dedans. Donc en fait pour tout dire, au-delà de quelques images, alors au passage je trouve quand même que toutes les images qu'on voit extérieures ou intérieures, on a quand même l'impression que c'est des images qui pourraient être tout droit sorties de certains prompts de mid-journée. Je dis ça sans doute que c'est une influence. En revanche, à part le fait que j'ai vu que Sony allait effectivement proposer une voiture, parce que sur le papier assez cool, j'en sais pas plus sur la voiture. Alors dis-moi la Fila, est-ce que tu vas arriver à me la vendre ? Oui, la Fila c'est une voiture dont le châssis est fait par Honda et toute la partie électronique logicielle sera faite par Sony. Donc la voiture est bardée de capteurs à l'intérieur comme à l'extérieur, il y en a 45 pour être précis. Le but c'est d'emblée d'être autonome de niveau 3. Donc Sony étant ce qu'il est, il y a aussi un système d'infotainment dedans qui sera super chiadé, avec des films, des jeux sur plein d'écrans. Il y en a 2 à l'arrière. Il y en a un énorme sur le tableau de bord d'écran. Il y a une collaboration avec Epic d'ailleurs. C'est pas complètement clair sur quoi, peut-être juste pour l'interface ou peut-être pour faire des jeux avec, je sais pas. Pour le logo, pour le partenaire. Peut-être pour le logo. Le proto avait un écran sur l'avant, même carrément, enfin, tu sais, là où il y a la calandre, il y avait un écran pour afficher. Mais c'est très utile ça. Là, rien d'utile évidemment, parce que voilà, il y avait des démos où le nom à Fila. À terme, ça pourra afficher la météo, le niveau de charge, donc voilà, comme un gros téléphone. Il y a pas un film pour la démo, ils ont pas réussi à lancer un film, une vidéo dessus sur ce petit écran. Si, ils ont lancé Spider-Man, je crois. Voilà, Spider-Man. bon. Non, mais c'est utile. Si jamais tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute, Guillaume, tu vas faire pipi et que tu as envie de profiter du soleil tout en regardant un film, tu peux sortir et regarder un petit film dessus. Mais c'est l'équivalent d'un écran externe sur un téléphone qui se ferme, quoi. C'est un truc comme ça, je crois. Mais bon, voilà, en tout cas, tout ça sera propulsé par des processeurs Qualcomm, c'est pour du 2026, et par là, hein, et on connaît rien, pas d'autonomie, pas de prix. Bon, évidemment, on est carrément sur du haut de gamme, de toute façon, ça sent la voiture qui coûte un rein. Et c'est vrai que moi non plus, un perso, je suis pas forcément impressionné par ces trucs. Les concept cars, c'est des concepts, hein, je serais impressionné quand je verrai vraiment dans la vraie vie. Puis c'est facile de faire des trucs de fou avec des budgets limités. Tu vois, que ce soit sur des concept cars, sur des voitures super haut de gamme. Ok, tu payes une voiture super chère, et elle a des beaux écrans, moteur puissant, des capteurs de l'automatisation. Ok, tu fous Bixby dedans ou Alexa, so what ? Je veux dire, le vrai problème aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Le vrai problème, c'est que les voitures, elles sont trop chères, les voitures électriques sont trop chères. Si on veut faire la transition, il faut les rendre abordables pour que tout le monde puisse en changer. Et honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre qu'on fasse un truc futuriste à 100 000 balles. Le cœur du sujet, et c'est pas là. Et vraiment, le CES, mais je crois qu'il est vraiment complètement passé à côté de cette problématique. Hein. Mais parce qu'il se prépare un an à l'avance, c'est sans doute que les tendances étaient dessinées, mais qu'il n'y avait pas une arrivée aussi forte qu'on ne pouvait l'anticiper d'un changement comme ça de climat économique. Donc bon, les constructeurs ont été jusqu'au bout de leur plan marketing. Moi, j'ai une naïveté de penser que les prochains salons vont peut-être pas du tout être portés par la même tendance. On verra. Je leur laisse le bénéfice du doute. En attendant, tu nous l'as vendu tout à l'heure, Guillaume. Alors forcément, on va aborder le sujet. Il va falloir qu'on parle de la santé. En tout cas, on va parler de médical. Il y a toute une rubrique qui t'a intéressé au CES qui touchait au médical. Oui. J'aurais pas dû boire, en fait. C'est pire après. Tu bois et c'est pire après. Donc, il y a une dernière tendance du CES, c'était les gadgets médicaux. Alors, médicaux, j'ai mis des guillemets, en tout cas dans mes notes, parce que il y a à boire et à manger, littéralement. Alors, pour le côté boire, on va commencer logiquement par le capteur de pipi, de Weezings, qui s'appelle le U-Scan. Donc ce machin ressemble à un truc pour désodoriser les toilettes, mais non, c'est un analyseur d'urine. Donc à moi d'avoir des problèmes de santé très spécifiques, pourquoi tu voudrais te faire analyser l'urine régulièrement, je sais pas. Mais ce truc est donc sur batterie. Que tu avais été assez positif sur un dispositif d'analyse d'urine qui n'était pas de Weezings, mais il y a de ça quelques temps maintenant, où dans l'absolu, ça semblait pas si con que ça d'avoir comme ça de l'intelligence qui était rajoutée, parce qu'en fait, on arrive à capter pas mal de choses. Est-ce que c'était toi ou est-ce que c'était dans le cadre d'un épisode de Feu Tech Santé, mais en tout cas c'était très positif sur le papier. Après la mise en œuvre est probablement discutable par contre. Disons le truc est sur batterie évidemment, il faut la recharger sur son bureau en déjà, USB. Dommage. Bon, voilà, on m'a pas assez les détails sordides. Donc dedans il y a une cartouche aussi qui se prend le pipi et qu'il faut changer. Bon, bref. Désolé si vous êtes en train de manger. Donc en tout cas les tests sont faits in situ et envoyés sur le mobile, donc via le cloud. Bon, évidemment, c'est encore une source de données formidable sur vous qui circule sur les réseaux. Donc des hackers pourraient
Bah, sans doute. Oui. Voilà, l'avenir découvert précisément si tu manques de protéines ou si tu as été déshydraté tel jour. Donc, blague à part, quand même, il y a une vraie préoccupation parce que ce truc peut aussi surveiller les règles. Donc, sur le cloud peuvent être stockées très précisément les périodes de règles et d'aménorrhée. Et je crois savoir qu'effectivement, avec les évolutions législatives, notamment aux États-Unis, dont on avait déjà parlé, ça laisse songeur. Voilà, les Américaines qui habitent dans certains États apprécieront le fait qu'il existe sur un serveur, on ne sait pas où, on ne sait pas un, probablement ouvert aux forces de l'ordre pourvu qu'ils le demandent, des données susceptibles de les faire mettre en prison. Bon, au-delà de l'aspect vie privée, est quand même assez préoccupant, hein, le fait qu'il faille changer les cartouches te rend quand même captif encore de notre fournisseur de consommables et l'ensemble coûte quand même $500. Et c'est pas donné, voilà. Voilà, donc bon, c'est un petit peu... Voilà. Alors, des trucs médicaux dont j'ai tendance à questionner la pertinence ou la fiabilité, il y en avait quand même pas mal. Hein. Niveau fiabilité, j'aimerais bien connaître l'avis d'Antoine sur le tensiomètre Valencel, qui promet de mesurer la tension uniquement avec le bout du doigt. Je sais pas pourquoi, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. En tout cas, pour être vraiment fiable, précis, quoi. Mais bon, ça serait très cool si ça l'était, par contre, hein, pour le coup. Je suis aussi sceptique sur l'Emobots. L'Emobots, comme son nom l'indique, c'est le robot de veille émotionnelle, donc c'est un machin qui est une caméra censée monitorer l'état émotionnel. Et bon, selon de plus en plus de publications, les algorithmes qui font ça ne seraient pas fiables. Donc déléguer la surveillance d'une personne âgée, puisque c'est le but d'Emobot, à ce type d'algo me paraît un peu douteux. Question de doute sur la fiabilité, il y a pire encore, hein, puisqu'il y avait un délire cette année, de faire en gros ton diagnostic avec un selfie. Voilà, tu te prends un selfie photo ou vidéo des fois, plein, ça. avec ton portable, donc il y a une caméra plus ou moins bonne qualité dans le portable quand même, hein, surtout la caméra selfie, et par exemple il y avait Anura, qui mesure avec ça la respiration, le rythme cardiaque, la pression sanguine, le stress, l'anxiété, l'indice de masse corporelle, l'âge, la santé cardiovasculaire, le risque de diabète, le risque d'hypertension. Si t'as fait un bon popo ce matin, je sais pas, vraiment, je déconne pas, mis à part le popo du matin, tout ce que j'ai cité est sur la page d'accueil de Neuralogix qui fait ça. Même avec un selfie vidéo, comme c'est le cas avec un Nura, ça me semble un peu présomptueux de mesurer tout ça de manière en tant soit peu précise, mais bon, écoute, voilà. Dans le même ordre d'idée, voire pire, on a les skin stacks de Neutrogena. Là, on touche au génie, par contre. Hein. Puisque bon, le principe, c'est vous prenez un selfie, vous répondez à 3 questions en carton, et ça déduit la composition de gommes à avaler, qui sont des compléments alimentaires personnalisés. Ou comment vendre des pilules vitaminées sous couvert de santé, tu vois. Et encore, Neutrogena ne trempe pas dans la santé générale, hein. C'est juste la santé de ta peau. Donc les gommes sont là pour améliorer la santé de ta peau. C'est quand même pas mal pour te faire acheter des trucs. Dans le même ordre d'idée, on a Barracuda, un miroir connecté qui scrute ta face et qui te donne des conseils. Donc perso, avoir un miroir qui m'observe tout le temps et qui me dit de boire plus, c'est un truc que j'ai autant envie d'avoir que le four, tu vois, avec une caméra qui t'encourage à faire un régime. Et ça, c'est véridique, hein, c'est le four Samsung. Donc le Barracuda vous donne aussi des conseils, comme quoi par exemple, t'as la peau sèche un peu, tu devrais hydrater ta peau. Ah, tu devrais mettre un anti-cerne. Oh, t'as une mine ce matin. Oh. C'est le miroir ta mère. Non mais c'est ça. En gros, mais t'as la tête. Tu devrais hydrater ta peau. Tiens, du coup, qu'est-ce qu'il va faire le miroir? Il va me donner, tu vois, je veux dire, déjà, il va envoyer toutes ces données à quoi? À des marchands de cosmétiques, évidemment. Donc demain, mon miroir, il va me dire, va acheter de la Nivea, tiens, je te conseille telle crème. Ouais, il va l'acheter directement pour moi sur Amazon. Tu vois, super futur, hein, c'est vraiment, c'est très cool. Monitoring perpétuel, comme ça, enfin bon. Bah, là encore, si un Toubi veut s'exprimer sur ces trucs-là, ça m'intéresse en tout cas, là-dessus. Mais bon, voilà, donc tout ça est un petit peu stressant, tout ce monitoring, mais bon, si c'est stressant, c'est pas grave, parce qu'il y a au coussin, le coussin Fufuli. Le coussin Fufuli, c'est un gros coussin tout doux à prendre dans ses bras, et il pulse comme ça, il fait des pulsations comme un être vivant, comme s'il avait un petit cœur qui bat, même si c'est juste un tas de matière synthétique. Voilà, c'est relaxant, c'est tellement relaxant, et puis c'est si triste à la fois. Je sais pas. En fait, il y a plein de ces produits, tu te dis, peut-être si c'est avéré que ça marche, évidemment, attention, c'est un prérequis essentiel, de l'avoir sur prescription pendant des durées données pour des analyses, style les analyses d'urine, tu vois, si on peut mesurer quelque chose qu'on te demande pour lequel on te demande d'aller au labo, tu vois, faire toute une démarche et tout, et qu'on peut te le suivre dans le temps pour une durée donnée, par exemple, on te met à disposition 3 mois, moi, franchement, je dis, pourquoi pas? Si jamais t'es en dépression et que le coussin de la tristesse, comme tu le nommes dans les notes de l'épisode, il joue son rôle, pourquoi pas? Si jamais tu as la pression artérielle qui marche du bout du doigt, je suis sûr que c'est pas possible. On te le laisse pendant une semaine, pourquoi pas? Non, mais voilà, moi j'aimerais bien savoir effectivement qu'est-ce qui dans tout ça est vraiment fiable pour être vraiment utile. Bon, voilà, j'aimerais bien savoir. Ouais. D'autant qu'il y a des certifications pour les dispositifs médicaux, on le sait. On continue peut-être,
plus enthousiasmant, quoique, je sais pas. Mais non, mais là, on en est au fufuli, donc je veux dire, de fil en aiguille, on en est arrivé à la section Nawak, et je veux dire, c'est clair, la section que tout le monde attend, quoi, le Nawak avec alors voilà, Nawak ou gadget de la honte, parce que quand même, voilà, vous l'aurez compris, ce CES a été une grande occasion de foutre des batteries dans tout et n'importe quoi. En plus de ce qu'on a déjà évoqué, citons la machine à cocktail sur batterie. Voilà, c'est Black & Decker en plus qui nous gratifie de ça. Citons aussi EcoFlow pour l'ensemble de son œuvre. Alors EcoFlow, c'est le spécialiste de la batterie de secours, la grosse batterie. Bon, je peux comprendre l'intérêt d'avoir une grosse batterie en cas de coupure ou de voyage, ok. Par contre, quand on me dit glacière électrique sur batterie avec machine à glaçons intégrée, je tique un petit peu. Quand on me dit climatisation sur batterie, je suis moins réceptif, tu vois. Je plaisante pas, c'est vraiment c'est un truc qui fait 14 kilos, et c'est une climatisation réversible. Et d'après la photo de promo, j'invente rien moi-même, ça permet de se climatiser par exemple sous une tente. Alors c'est pas le seul usage sans doute, mais c'est quand même ce qui est sur la photo de promo. Il y a un mec qui est devant une tente, dehors, et qui se climatise la gueule. Bon. Et c'est électrique. Et parce que c'est électrique, c'est propre. Alors, tu sais, ça a l'impression que pour certains, électrique, ça veut dire propre, écologique. Mais non, je sais pas, on vit pas dans un futur où la fusion rend cette énergie gratuite, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et bon, voilà, je terminerai ce coup de gueule presque sur une mention spéciale à Ember, qui a commis non pas un, mais 3 mugs électriques, dont la seule fonction est de conserver le café au chaud. Voilà, c'est un mug qui permet de conserver ton café 3 heures au chaud. C'est vraiment indispensable. Il fallait vraiment mettre une batterie non remplaçable, bien entendu, pour faire ce genre de truc. C'est extraordinaire. Mais il est compatible avec l'application trouvée d'Apple, donc c'est bien quand même si tu le perds. Oui, c'est ça, c'est absolument. Donc c'est le 2+. Le 2+, qui était au CES d'ailleurs, cette année, se paye le luxe d'inclure un AirTag essentiellement, ce qui en fait donc un produit emblématique du CES, parce que non seulement on met une batterie non remplaçable parce qu'il faut pas ne serait-ce que faire semblant d'en avoir quoi que ce soit à foutre, déjà, mais en plus, dedans, il y a un petit mouchard, comme ça veut dire que si on peut te retrouver, parce qu'en général, t'es accroché au mug, donc ça veut dire que si on retrouve le mug, on te retrouve toi, donc ça veut dire qu'en plus, ce truc est un mouchard, qui permet de stalker les gens, et tout ça, c'est quand même formidable. Donc le CES, écoute, c'était un CES parfaitement fidèle à lui-même, tu vois, c'est ça qui est cool, un CES qui montre à quel point les choses, elles ont pas changé. Pas changé d'un pouce, pas changé d'un iota, et quelle que soit l'unité que tu veux utiliser pour mesurer le non-changement, ça n'a pas changé. On n'a rien changé, on n'a rien compris. Un petit mot sur le robot chien ou pas, non ? Oui, le Cosmo. Le Cosmo. Alors, non, c'est pas un Cosmo, mais vous vous souvenez du Cosmo? Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc d'Anki. C'était un petit robot qui servait strictement à que dalle. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'il ne s'est pas vendu énormément. Mais bon, le Cosmo, c'était un tout petit robot qui pouvait jouer avec des cubes et tout. Sa particularité, c'est qu'il avait un petit écran OLED qui affichait des émotions vachement bien foutues. Et c'était vraiment adorable, en fait. Mais bon, ça servait à que dalle. Et en fait, ils en ont sorti une deuxième version qui s'appelait le Vector, qui était une sorte d'Alexa, même si c'était pas vraiment Alexa, c'était une sorte de comme un Alexa, mais avec une petite bouille comme ça rigolote. Bon, Anki s'est cassé la gueule, tout ça est mort de sa belle mort, mais manifestement, l'idée perdure, puisqu'il y a une espèce de petit robot qui s'appelle le Luna, qui ressemble beaucoup à un Cosmo Vector précisément, sauf qu'il a des oreilles et 4 roues un petit peu plus gros, il est un petit peu plus gros. Et donc ce truc roule, fait une petite bouille toute mignonne, et donc probablement a exactement la même utilité qu'un Cosmo, ce qui veut dire pas énorme, mais bon, il est mignon. Et effectivement, je suis partagé, mais tu as raison de me parler du Luna, parce que le Luna, si tu veux, ça fait partie de ces trucs pour lesquels je suis complètement ambivalent. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'un petit robot qui fait une jolie petite bouille et qui doit se recharger toutes les 3 heures et qui sert strictement à que dalle sur le bureau? Non, mais en même temps, je trouve ça cool. Tu vois, et ça, je pense que ça illustre bien toute l'ambivalence qu'on a quand on aime bien la tech et quand on se rend compte que, il y a quand même beaucoup de conneries. Ouais, dans le tas, il y a quand même pas beaucoup de choses qui ressortent. Je voudrais d'ailleurs conclure parce que peut-être que si vous écoutez, mes pauvres amis, si vous écoutez Tech Café pour la première fois avec cet épisode, vous devez sans doute sentir toute la rétrospective de ce CES très sarcastique. Et je pense que honnêtement, il y a beaucoup de matière à critiquer. Globalement, la tech, c'est aussi plein de choses très chouettes. Il y a des avancées incroyables et il y a des choses qui sont formidables. Et nous, on aime ça. C'est vrai que le CES, ça concentre l'actualité
l'actualité de ce début de l'année, et comme chaque début d'année. Donc on se doit de le relayer parce qu'il y a aussi des tendances qui peuvent en ressortir et des choses qui peuvent émerger du lot. Mais c'est vrai que de plus en plus, quand on voit l'info autour de l'innovation des nouvelles technologies et quand on voit la direction qu'on prend à vitesse grand V autour de changements planétaires d'envergure, de plus en plus il y a une forme de délire qui nous sort aux yeux, et je pense que c'est aussi pour ça que vous ressortez avec cette fin d'épisode avec un sentiment de sarcasme. En tout cas j'ai beaucoup souri, Guillaume, avec tout ce que tu nous as détaillé et avec ton regard. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait une veille assidue autour de ce CES. Alors surtout restez abonnés à Tech Café, parce que si vous en avez marre du CES, bonne nouvelle, c'est terminé, mais bonne nouvelle aussi, on va vous parler d'autres choses dont on aurait pu vous parler dans un épisode classique de Tech Café s'il n'y avait pas eu le CES. C'est dans le supplément et c'est tout simple, c'est le prochain épisode de Tech Café qui sort dans le flux. Donc abonnez-vous et vous profiterez notamment d'une rubrique autour de matériel, d'intelligence artificielle, de politique et probablement un peu de jeux vidéo qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder dans cet épisode. En attendant, je vous rappelle les incontournables, c'est que si jamais cet épisode vous sert à quelque chose, s'il vous permet d'avoir une veille en 1 heure de ce qui s'est passé au CES et d'avoir un condensé de ce qui a pu être présenté, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à le faire savoir aux autres, à vos collègues, sur les réseaux sociaux, sur les applications de podcast, et évidemment d'envisager de nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Vous profiteriez en échange de ce financement d'un flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub et même de sauter d'une rubrique à l'autre. Donc là par exemple, si vous aviez été soutien Patreon, vous auriez pu par exemple sauter la partie sur les écrans et arriver directement sur la partie sur les PC. Voilà, sauter le CES et arriver directement à la fin. Et arriver directement à la conclusion, pourquoi pas. Non, il n'y a même pas de chapitrage pour la conclusion. Tiens, ça m'y fait penser. En tout cas, merci beaucoup de l'envisager. Merci beaucoup de nous écouter. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Écoute, on peut me retrouver en train de baver sur un écran OLED pour un PC, parce que c'est vrai que ça fait envie quand même, je sais pas, voilà. Ah ouais, on peut me retrouver collé à une vitre par une ventouse 6 heures par jour pendant un mois. Ah, c'est bien possible. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux de manière générale, et dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.